Dans quelle région investir pour gagner un max, les amis? Bruxelles ou la région wallonne? Justement, dans ce nouvel épisode de Rendez-vous des Proprios, on a posé la question à nos experts. J'ai invité Attila et Ken pour Bruxelles, vous les adorez. Et pour la Wallonie, Anthony Urbain et un petit nouveau, Ismaël, très actif aussi sur les réseaux sociaux. L'émission, je vous le dis déjà, elle est juste énorme. Ils vont vous partager leurs meilleurs arguments. On attend les vôtres aussi en commentaire dès maintenant. Un épisode, vous le savez, qui vous est offert par Imovlan, Eloya, Thomas et Piron, Brico et Bricoplanète et surtout, PNV Assurance. Quel plaisir de vous retrouver, les amis, de vous retrouver vous ici autour de la table. Vos chroniqueurs préférés sont là. Un invité, sa première aujourd'hui. Il est très actif sur les réseaux, vous le connaissez sûrement. Ismaël, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Est-ce que je peux te présenter comme un concurrent d'Attila un peu? Vous êtes tous les deux très actifs sur les réseaux, les gars. On ne sait plus qui suivre. Toi, une fois Ismaël. Non, je pense qu'on est bien complémentaires parce qu'on n'aborde pas tout à fait les mêmes sujets, donc c'est très bien. Quelle est ton image du jour? C'est le rituel en début d'émission pour introduire le DOS. Alors, si je te dis Wallonie, Bruxelles, investir, quelle est l'image qui te vient? Moi, forcément, tu sais bien, ça va être investir en Wallonie. Et l'image qui me vient, c'est d'un mec, un client pour qui j'ai vendu sa maison. Le gars avec une dent, blague à part. Et il a acheté, il a revendu 4 ans plus tard, il a fait 100 000 euros de bénéfices, il sait même pas comment il a fait. Et ça, je pense que c'est possible qu'en Wallonie. Clairement, on va creuser tout ça dans un instant. N'hésitez pas dès maintenant à commenter, à nous dire justement, vous êtes plutôt de la team Wallonne avec Anthony et Ismaël ou plutôt de la team Bruxelles avec Ken et Attila. Ils vont vous représenter, les amis, dans cet épisode. Anthony, la team Wallonne au complet, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Très bien, quelle est ton image du jour? Moi, mon image du jour, c'est la Rolex de qui? De qui on veut. On m'a dit que je pouvais pas citer de nom. Donc là, une Rolex, on va dire une Rolex, c'est plus simple comme ça. Parce que ça représente un peu Bruxelles, je trouve. C'est vrai que ça prend de la valeur sur du long terme, mais c'est quand même très difficile à acquérir. Donc il faut beaucoup de sous pour pouvoir avoir un truc. Donc l'accessibilité est plus facile en Wallonie qu'à Bruxelles. Yes. On va en parler dans un instant, parce que je pense que Ken va pas être tout à fait d'accord avec toi. Ken, comment tu vas? Bien, bien. Quelle est ton image du jour? Un petit clin d'œil à Isma, parce que je le suis fort sur les réseaux. Ouais. Tu peux mettre une plante de cannabis. Une plante de cannabis. C'est ça qu'Ismaël t'inspire. Non, c'est ce qu'à la Wallonie m'inspire. Il vient de partager une mésaventure sur un de ses biens où les locataires avaient fait une plantation de cannabis. Et ça, comme tu dis, ça n'arrive qu'en Wallonie. Je pense qu'à Bruxelles aussi, on peut trouver quelques cas très particuliers. Mais ceux-là, je ne les connais pas. Moi, je protège Bruxelles, tu vois. On sait où tu investis aussi, donc c'est peut-être un peu normal. On va parler justement aussi des localités, parce que Bruxelles, que tu sois au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, c'est pas la même chose comme en Wallonie. Wallonie, investir au Luxembourg, à Charleroi ou à Liège, c'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes chiffres, donc on va en parler dans cette émission. Il est de retour, celui-ci. Je suis là. Après une semaine très chargée. Toutes les semaines sont chargées, les unes après les autres. Le lancement de la Fédération des marchands de biens, on va en parler dans le tour d'Internet dans un instant. Quelle est ton image du jour? Moi, aujourd'hui, je vais pas te donner une image. Cependant, je vais te donner une musique qui résume très bien tout ça. Ça, tu connais? La Ligue des Champions. C'est très simple. Tu veux me déprimer parce qu'Anderlecht ne joue pas cette année en Ligue des Champions? Il n'arrive pas à éteindre sa musique. Pas du tout. Pourquoi je pense à cette musique? Parce que quand tu fais de l'immobilier à Bruxelles, tu es dans la Champions League, en fait. Tu es dans le haut du panier. Ici, c'est vraiment les acteurs qui sont ultra professionnels. Les valeurs sont hyper élevées. Les marges dégagées, c'est comme les salaires et les primes des joueurs. Elles peuvent être énormes. Ce qui m'intéresse, c'est que si toi, t'es en Champions League, eux, ils sont en quoi? Provincial ou tu les mets quand même en division 1? Ça dépend. Maintenant, si tu es dans l'hypercentre de Liège ou de Namur, je dirais que t'es en Europa League. Si t'es en province, accessoirement, dans le Hainaut, etc., je dirais que t'es en Conference League ou en provincial, éventuellement. Les amis, le décor est posé. On attend tous vos commentaires dès maintenant, dans un instant, d'ici 15 minutes, on va ouvrir le dos du jour. Mais d'abord, c'est le tour d'Internet. Abonnez-vous, les amis. La petite cloche, là. Et surtout, activez les notifications. On a reçu un message d'un gars qui me dit, il est tombé sur la vidéo de Georges-Louis Boucher. Il me dit, comment ça se fait que j'ai pas vu cette vidéo alors que pendant les élections, j'étais abonné, machin? Parce que tu t'as pas activé les notifications, donc faites-le, parce qu'on fait plein de hors-série aussi. On partage plein de vidéos. Le tour d'Internet. Et on va commencer par une vidéo qui est assez drôle. Le SP Finance. Quand on pense au SP Finance, on voit les anciens dans leur petit bureau, là. Ils se sont lancés sur Instagram avec une chouette petite vidéo. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. Bon alors les amis, cet outil qui paraît intéressant, enfin, une plateforme qui récolte toutes les datas. Vous trouvez ça bien, une bonne initiative ou pas? Qui veut réagir? Attila?
Oh, moi, je dirais tout simplement que c'est pas nouveau. C'est peut-être nouveau pour les novices de l'immobilier, mais c'est des statistiques qu'on pouvait retrouver déjà il y a 10 ans sur le site de Statbel, par exemple. C'est le site national des statistiques. Et alors, tu as un outil qui est très, très bien exécuté. C'est-à-dire que tu peux choisir toi-même les filtres et obtenir des tableaux Excel avec pas mal d'informations, dont celles que tu avais sur le site actuellement. Aujourd'hui, ils en font un peu la promotion, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ok, Anthony, ça veut dire quoi la valeur vénale médiane? C'est une très bonne question, ça. C'est la valeur vénale. C'est dur à dire en plus. Comment t'as fait ça? La valeur vénale médiane, c'est pour moi c'est la moyenne en fait des prix de vente d'une région, quoi. Ok. Je pense que c'est ça, il a bien répondu. Ouais, à l'instant T, quoi, directement, le jour J, quoi. Et en fait, c'est travaillé par quarter. Donc, tu as Q25, Q50, Q75. Ça veut dire que 25% des biens, si tu es dans le Q25, ont été vendus moins que le prix qui est affiché. 50% en valeur médiane, 75% ont été vendus au-dessus de la valeur ajoutée. On te donne pas les détails bien par bien, mais en général des catégories de vente. Je vous ai entendu plusieurs fois sur ce plateau dire ouais, c'est dommage qu'on n'a pas les datas, les loyers, les machins, les prix de vente par région. Là, si j'ai compris, on les a. Donc cette plateforme, vous la validez ou pas? Ouais, mais c'est pas complet, malheureusement. Okay. Parce que même les prix de vente, les prix moyens, ils fluctuent beaucoup trop, en fait. C'est pas assez précis. L'idéal, personnellement, ce qui serait magnifique, c'est de savoir, mais bon, là, c'est encore toute autre chose, d'avoir le prix de vente précis de chaque bien qui est vendu. Et c'est possible d'avoir ça? Est-ce qu'il y a un organisme qui pourrait... C'est l'occasion de partager un petit mot, là, à nos politiciens, là, qu'on aime beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen de le savoir? Ici, en Belgique, je ne pense pas, à ma connaissance. Je pense qu'en France, bien. En France, tu sais savoir combien a été vendu un bien de manière précise. Ici, en Belgique, on n'a pas cette possibilité. C'est vraiment dommage. Et on salue justement notre communauté parce qu'en préparant cette émission, je vous ai demandé de réagir, de nous dire un peu les questions que vous aimeriez poser aux experts. Et justement, il y a quelqu'un qui nous a parlé de cette plateforme en France qui permet d'avoir ces statistiques. Et pourquoi nous, en Belgique, on n'a pas ces statistiques? C'est le secret, ça. C'est détenu en fait par les notaires, puisque les notaires interviennent dans toutes les ventes de biens immobiliers en Belgique. Ouais. Eux ont le prix exact de vente. Mais personne d'autre ne les a. Mais donc, si on veut avoir cette data, la France a pu le faire, c'est une décision politique qui doit inviter les notaires à partager ces informations-là. C'est ça. Ouais. Ok. Moi, je trouve que c'est malsain comme idée. Ok. Pourquoi? Parce que si j'ai acheté un immeuble, j'ai fait une excellente affaire il y a 2 ans, je l'ai optimisé, je l'ai valorisé. Lui, il sait pas dans quel état moi j'ai acheté ce bien. Ouais. Tu comprends? S'il voit que j'ai acheté 400 000 et je lui ai revendu ça à 850 000 euros, il se prend une douille le jour du passage chez le notaire. Il peut très bien dire, écoute, moi je renonce, je te paye des 10%, ou tu baisses le prix de 200 000 euros. Voilà, moi je trouve pas que c'est des informations pertinentes. Tu as des pays comme la France, effectivement, tu as aussi DBX Dubaï, où tu peux voir toutes les transactions qui ont été exécutées, donc vente après vente, avec les prix précis de chaque opération. Mais dans ces pays-là, je pense qu'on accepte la fluctuation immobilière, tandis qu'en Belgique, ça va être plus compliqué. Ok, donc pour résumer, on demande aux politiciens de ne pas regarder cette séquence qui vient de passer et de continuer. Moi je veux pas, en tout cas je suis contre. Il faudra faire un référendum. Voilà. Moi je pense que personnellement ça peut être positif aussi quand même, ouais. Mais comme Attila le dit, c'est comme pour tout, il va falloir que entre guillemets le peuple et notre manière de penser s'améliore au fur et à mesure du temps et que comme en France, ils acceptent un peu cette idée-là qu'on peut faire de l'argent et qu'il y a des bénéfices qui peuvent se faire, mais ça peut vraiment nous aider. Et je pense aussi aux agents immobiliers. En général, on a un peu plus de difficultés à pouvoir démontrer à un client que le prix qu'on détermine par rapport au prix de vente est le bon prix, parce que justement, on n'a pas toutes ces datas-là à pouvoir lui montrer de manière précise et que c'est toujours un peu il doit nous faire confiance, quoi. Il fut un temps, jadis, j'accompagnais pas mal d'entrepreneurs, j'organisais des concours de start-up aussi, et à chaque fois, j'avais un gars qui venait avec une start-up qui allait révolutionner l'immobilier, avec une plateforme qui permettait à ceux qui voulaient acheter une maison de mettre la rue, la ville, et de savoir, tiens, est-ce qu'il y a des transports en commun, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, cette plateforme, elle existe ou toujours pas? Ouais, on peut faire la pub. Oui. Nous, on utilise Priceable. Okay. Et je pense qu'il y a pas mal d'agents en Belgique qui utilisent cet outil-là. Et ça, c'est un outil qui te référence les transports en commun, les hôtels, les restos, les salles de sport, et tu as aussi toutes les annonces de différentes plateformes immobilières en Belgique avec la durée d'annonce et les photos et les textes commerciaux. Donc tu peux vraiment comparer des pommes et des pommes. C'est pour ça que moi l'outil du SPF, je l'utilise pas du tout, parce que l'outil de Priceable est vraiment très bien fait. Mais c'est un outil qui est réservé au monde professionnel actuellement. Celui qui paye l'abonnement. C'est aussi pour les particuliers. Ok, parfait, on mettra le lien en commentaire. Rapidement pour terminer ça, en fait l'outil du SPF, pourquoi il manque, je trouve, des informations qui sont très pertinentes et importantes pour pouvoir analyser un marché. C'est les superficies, elles sont pas présentes, c'est aléatoire. On te dit c'est entre 100 mètres carrés et 200 mètres carrés, par exemple. Et puis secondo, l'état. Donc quand tu ne connais pas l'état et la superficie d'un bien, forcément c'est difficile de pouvoir comparer, comme il a dit, des pommes avec des pommes ou des poires avec des prunes. Eh ben, belle transition. Vous venez d'entendre les mots. Vous venez d'entendre les mots non pas d'Attila,
mais du président de la fédération des marchands de biens, puisque c'est aussi l'actualité, c'est ce qui a fait parler un peu les gens du milieu ces derniers jours, avec des belles photos de toi. Il y en a une qui s'affiche. T'es pas tout seul, t'es avec 2 associés, mais pour qui tu t'es pris, Attila? C'est quoi? Non, mais c'est pas mal. Alors, recontextualise, c'est quoi cette fédération? C'est quoi cette fédération? Ben, écoute, pour faire simple, tu sais, il y a des fédérations pour un peu tout aujourd'hui. On a des fédérations pour les agents immobiliers, on a la fédération des notaires. On a l'UPSI, qui est l'Union professionnelle du secteur immobilier, mais qui est adressée uniquement aux gros promoteurs immobiliers. On a l'Ordre des architectes. Par contre, il n'y avait pas de fédération pour les acteurs de l'immobilier qui sont spécialisés dans l'achat-revente. Okay? Du coup, j'ai senti qu'il fallait absolument qu'on ait une représentation de pour pouvoir nous rassembler, parce qu'il faut savoir qu'un marchand de biens travaille souvent de manière isolée. En fait, on fait nos opérations seuls de notre côté. On n'a pas des grosses équipes, on n'est pas des grandes entreprises. On est des petits acteurs qu'on s'entoure souvent d'entrepreneurs, etc. Mais on travaille seul. Et on fait face seul à toutes nos difficultés, c'est-à-dire des difficultés opérationnelles, de financement, d'urbanisme, etc. Et on n'a pas vraiment d'interlocuteur ou d'instance qui peut nous aider, une organisation qui peut nous aider. Donc c'est comme ça que l'idée est née. J'ai pris l'initiative de créer cette fédération. Je l'ai faite parce que quand je prends des engagements, je les exécute. J'ai pu rassembler lors de l'inauguration de la fédération la crème de la crème des acteurs immobiliers bruxellois. Donc on doit être une quarantaine, une cinquantaine de professionnels de marchands, de professionnels immobiliers. Réunis, on représente, donc c'est l'objet de la fédération, réunis, on représente entre 800 et 1000 logements par an. Énorme. Okay. On va creuser, Attila. Reste, on a encore quelques minutes pour creuser justement. Mais j'ai pas eu le temps de t'expliquer le but de la fédération. Là, tu me coupes. Non, mais parce que tu sais qu'on est dans une émission avec des collègues autour de la table qui ont droit aussi à s'exprimer. Oui, mais pour qu'ils puissent s'exprimer, ils doivent comprendre pourquoi j'ai fait ça. Attends. Je voudrais quand même poser un petit bémol. Tu parles de cet événement que t'as organisé. Ouais. Ce n'est pas de ta faute, mais j'ai vu une seule femme parmi tous ces hommes. Où sont les femmes dans l'immobilier? Petite parenthèse 2 secondes. Et où sont les femmes dans l'immobilier, les amis? Il y en a chez toi, chez Skyimo? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais, il y en a pas mal. Pourquoi, selon vous, c'est finalement un secteur qui intéresse peut-être un peu les femmes? Bah, je pense pas que c'est un secteur qui intéresse peu les femmes, parce que par contre dans le côté agence immobilière, franchement, il y en a vraiment beaucoup. Enfin, okay. On a vu plein parce que ça reste de la vente, ça reste de la présentation, et voilà, ça peut pas. Ouais, mais visiblement quand je vois ta photo, on voit que le cap de agent immobilier est passé sur l'achat-revente. Bah visiblement, alors c'est pas un sondage qui est représentatif, et je le répète, c'est pas toi qui es responsable de ça, mais c'est l'occasion de faire une petite parenthèse. Moi j'ai été étonné de voir, et c'est l'occasion peut-être de faire passer un message aussi. S'il y a des femmes qui sont dans l'achat-revente, manifestez-vous. On a encore un plateau 100% masculin, c'est pas que c'est notre choix, c'est juste qu'on a du mal à trouver des femmes aussi, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on vous invitera sur le plateau. Ouais, ils avaient fait l'étude, en fait, les femmes investissent mieux que les hommes, okay. Mais elles le font beaucoup moins. Et marchand de biens, c'est un investissement qui est beaucoup plus risqué, et c'est pour ça que les femmes sont moins enclins à venir sur ce secteur-là. Mais dans l'investissement immobilier classique, les femmes le font mieux que les hommes. Et justement, sur la plateforme du SP Finance, on peut voir que finalement, on est plus ou moins à 50%. Propriétaire femme, propriétaire homme, alors c'est encore un peu autre chose, mais on voit quand même que les femmes sont bien présentes. Attila, maintenant je reviens vers toi. Okay. Cette fédération, rapidement. Coupé dans mon élan, je vais essayer de reprendre les choses. Par contre, on coupe pas ce passage, tu le laisses. Concrètement, en 2025, on est obligé d'aborder ces questions-là, évidemment. Concrètement, cette fédération, elle va apporter quoi aux acteurs Alors, le pourquoi, je l'ai expliqué, je pense. Maintenant, je vais t'expliquer ce que ça va rapporter. Écoute bien, c'est intéressant et c'est important. Donc, on travaille en cas isolé, comme je t'ai expliqué. Donc, moi, Attila, je représente 20 à 30 unités de logement par an. Okay. Aux yeux des administrations, aux yeux des politiciens, je reste qui? Je reste le petit Attila qui fait que 30 logements, en fait. Ouais. Tu vois? Mais lorsqu'on sera réunis, on sera une trentaine, quarantaine d'acteurs. On représente 1000 logements. Aujourd'hui, on va faire entendre notre voix par le biais de cette fédération. Et là, on va pouvoir s'adresser à des politiques pour justement leur expliquer que nous, les marchands de biens, on est souvent perçus comme des spéculateurs immobiliers, mais des accélérateurs de croissance immobilière. Pourquoi? Parce qu'on fait face à un défi sans précédent en termes de logement à Bruxelles. Il y a une crise de logement qui est inégalée jusqu'à aujourd'hui. Okay? On a comment on a dit ça? Des objectifs climatiques, tu vois, pour 2033 et 2045. Okay? Nous, acteurs de l'immobilier bruxellois en tant que spécialiste dans l'achat-vente, il faut pas oublier une chose, on contribue à l'habitat de Bruxelles de demain. Ouais. C'est nous qui rénovons le bâti existant, qui améliorons les scores énergétiques des bâtiments. Ça va nous permettre également de faire une chose qui est importante aussi. Le métier, comme je t'ai dit, il est un peu mal perçu. On le voit plutôt comme des spéculateurs. On oublie le côté et la création de logements qu'on amène dans la société. Ça change, ça évolue quand même grâce justement à tous ces acteurs qui... Je vais te donner un exemple concret. Rapidement, Attila. Il y a 20 ans, il y a 20-25 ans,
On voulait pas acheter des voitures chez des marchands automobiles. Pourquoi? Surtout dans le Hainaut, parce qu'on se dit on va se prendre la grosse carotte, c'est le marchand, c'est l'escroc. Ok? La fédération automobile a fait un travail, il a assaini tous les acteurs professionnels du marché. Depuis, aujourd'hui, on préfère acheter une voiture chez un professionnel plutôt qu'un particulier parce qu'on a la certitude qu'on a une garantie derrière et que le vendeur est un professionnel. Aujourd'hui, je vais redonner les lettres de noblesse à notre profession et mettre en avant que nous sommes des acteurs clés et importants pour le développement de la région bruxelloise. Est-ce qu'on n'applaudirait pas ce moment? Bravo! Président! Moi, président, non. Alors, dernière petite chose, attends. Je suis pas dans l'achat-revente, mais j'ai envie de devenir membre de ta fédération. Non, regarde, dernière petite chose. Attends, dernière petite chose. J'ai la patronne qui me dit accélère. Oui, mais c'est important. Charlotte, il faut écouter. Dernière petite chose, c'est que on professionnalise encore plus le secteur par le biais de la fédération. Pourquoi? Parce que pour les membres, nous allons avoir 8 événements par an. Dans chaque événement, ça va être des interlocuteurs spécialisés dans leur domaine qui vont intervenir. Ça va permettre à tous les marchands de compléter leurs compétences et avoir une formation en continu qui n'existe pas encore aujourd'hui. En plus de cette magnifique émission que vous pouvez regarder toutes les 2 semaines, d'autres acteurs viennent avec d'autres propositions, des formations visiblement. Et puis, donc à suivre. Attila, on ce qu'on pourra faire un jour, c'est inviter un adhérent à la Fédération des marchands de biens. Et pourquoi pas faire un talk pour la Fédération des marchands de biens, si tu veux. Pourquoi tu ferais pas ton émission comme ça? On gagne du temps. Bah, tu sais, j'ai été fortement sollicité, mais je suis fidèle à Charlotte et Davy. Ouais, même si on te voit un peu partout en ce moment. Bon, allez, on continue. 3e info avant d'attaquer le dos du jour, les amis, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça. La team Wallonne est ici, la team bruxelloise est ici. Investir en Wallonie ou à Bruxelles, les arguments, ils sont chauds, je vous le dis. Ça arrive dans un instant. Dernière petite info quand même sympathique ou pas plutôt. Meilleurtaux.be, c'est un site de référence ou pas, Anthony? Oui et non. En fait, c'est justement dans la préparation de l'émission, quand tu m'as mis meilleurtaux.be, moi ce qui me dérange un peu là-dedans, on va en parler dans l'article, c'est que c'est pas un site, c'est un site, mais c'est pas, je veux dire, un organisme qui fait des vraies études, qui a vraiment fait attention, qui était ultra transparent. Dedans, ils disent, ouais, attention, les taux vont augmenter, dépêchez-vous d'acheter en fin d'année. C'est meilleur taux, c'est un courtier, meilleur taux. Je vais lire le titre, vers un durcissement des conditions d'octroi du crédit hypothécaire. On parle aujourd'hui, mais il y a une augmentation. On est à 3,5 plus ou moins. On était quoi? On était à 2 points. Enfin, une augmentation, je crois que c'était il y a 1 an et demi, on était à 5-6%. Ok. Donc au final, moi je trouve qu'on est tout à fait dans une logique en fait justement actuellement, et que ce qu'on avait avant juste après Covid à 1% était totalement illogique. La conclusion de Meilleur Taux, c'est les experts conseillent ainsi les porteurs de projets à ne pas attendre trop longtemps avant de se lancer, car la situation pourrait ne pas s'améliorer dans le futur. Moi, cette dernière phrase qui m'intéresse, pourrait ne pas s'améliorer dans le futur. C'est les retours que vous avez du marché, Ken? En fait, déjà il a raison, il faut acheter. Ouais. Que les taux augmentent ou pas, on s'en fout, il faut acheter. Ouais. Mais par contre, la situation, elle peut s'aggraver au niveau des taux parce qu'on a un problème de gouvernance aujourd'hui. Ouais. Et indirectement, les taux sont liés à la qualité d'un pays. Parce que je ne vais pas faire tout un cours économie ici, mais il y a l'obligation linéaire, donc l'OLO, on appelle ça, sur 10 ans en Belgique, qui est plus cher aujourd'hui. Parce qu'il y a plus de risques sur la Belgique puisqu'il n'y a pas de gouvernement. On a été décoté par des agences de notation. Et en fait, cette décotation a un impact immédiat sur les taux des crédits hypothécaires. Je vous parle tout le détail, mais c'est ça. Et donc, tant qu'on n'aura pas de gouvernement, les taux vont continuer d'être de moins en moins intéressants. Et donc, on peut s'attendre à court terme, Anthony, notre expert financier, à avoir encore une augmentation, ou on va, selon toi, rester autour des 3,5? Non, tu peux avoir une augmentation. Maintenant, effectivement, ce qui me dérange avec cet article-là, c'est que c'est un peu alarmiste et c'est vraiment dépêchez-vous d'acheter parce que forcément, ils vendent des crédits hypothécaires. Donc, c'est vraiment dépêchez-vous d'acheter maintenant parce que comme ça, vous êtes sûr. Mais si demain, ça augmente à 3,8 ou 3,9, ça reste des taux acceptables. Comme on dit tout à l'heure, les taux qu'on avait pendant le Covid, ça, c'est des taux qui n'étaient pas normaux à cette époque-là. Donc, Attila, quel est le taux au-dessus duquel on doit se dire là, on attend quand même un peu? Parce que c'est vraiment. Genre, si on passe les 4, ça devient inquiétant, ou encore une fois, la logique est achète. Moi, je dirais de toute façon, la logique, c'est d'acheter et attendre. De toute façon. Voilà. C'est le temps, c'est ton meilleur allié. À côté de ça, il y a quelque chose qui est intéressant, ce qu'il a dit, meilleurtaux.be, tu as pris ça comme référence, mais voilà, il l'a dit lui-même, c'est un courtier qui vend des crédits. En fait, c'est pas une autorité de régulation comme la CREG, par exemple, pour les énergies, où te donne des conseils vraiment pertinents. Ceci dit, à côté de ça, la question, c'était quoi? Non, c'était à quel taux on doit commencer entre guillemets à s'inquiéter, se dire au-dessus de 5%, je me dis il faut s'inquiéter. Ok. Maintenant, il faut pas oublier une chose, que tu achètes à 3, 3,5, 4 ou 2,5. En Belgique, il y a une chose à laquelle tu dois réfléchir, c'est important.
Ton taux, admettons, il a 3,5%. On va dire que tu as un salaire aujourd'hui de 2 000 € et que tu payes 1 000 € par mois. Okay? N'oublie pas que tu t'engages sur un taux fixe de 20 ans où tu vas payer 1 000 € par mois. Mais il y a une chose formidable en Belgique, c'est l'indexation des salaires. Et ça, il faut le prendre en compte parce que dans 5 ans, tu vas gagner 2 500 € par mois. Mais tu vas continuer à rembourser 1 000 €. Donc, l'indexation des salaires va immuniser le taux d'intérêt que tu as. Sauf si le gouvernement acte un saut d'index. Juste, hein, ça. Mais un saut d'index, ils le font une fois de temps en temps. Mais ils sont indexés annuellement, les salaires. C'est pas le cas dans les autres pays. Pour les grandes fortunes, donc pas pour les gens ici autour de la table, parce que vous êtes évidemment des gens très pauvres. Donc en somme, l'inflation va couvrir le taux d'intérêt que tu payes. Maintenant, dépendamment de ça, je pense que ça dépend aussi du projet, du profil, en fait. Parce qu'une famille avec des enfants qui veulent acheter, forcément, il faut quand même regarder au taux parce que chaque euro va compter chaque fin du mois. Un investisseur ne doit pas forcément se poser la question, même au-delà de 5%, ça dépend encore une fois du projet. Mais concrètement, moi personnellement, en tant qu'investisseur, je n'ai jamais regardé le taux. S'il est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, ça ne change rien. Mais j'ai remarqué qu'en tout cas, parce que du coup, quand on a commencé à avoir les taux à 5-6%, qu'on devait vendre des biens immobiliers type classique pour une vente classique, c'était très compliqué. Ouais. Et mais donc pas d'espoir de voir ce taux baisser dans les prochains mois. Ça, il y a peu de chance. Par contre. Ok. Ben, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'internet. N'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos vidéos, les photos qui font le buzz, qui vous interpellent sur le WhatsApp de l'émission. Le numéro s'affiche ici en dessous. Voilà, beaucoup nous demandent, ok, mais comment on rejoint la communauté, le salon? Envoyez-nous un petit message et vous verrez l'équipe derrière vous enverra le lien direct vers la communauté sur WhatsApp. Le dose du jour. Est-ce qu'on le lancerait pas, les amis? Bonne idée. Il est temps. C'est le moment. Les gens ont cliqué sur cette vidéo pour ça. L'affrontement, le duel, le match entre la Wallonie et Bruxelles. Dans quelle région investir? Je suis chaud, les amis. Quand on a préparé cette émission, on était tout excités en coulisses avec l'équipe. On a listé pas mal de choses. Je compte sur vous pour être calme. Écoutez l'équipe adverse, d'accord? Vous n'êtes pas politicien. On n'est pas sur RTL TVI, d'accord? On fait les choses bien. Et évidemment, comme je suis bruxellois, je vais donner la parole d'abord aux Liégeois. D'accord? Ismaël, ton premier argument, pourquoi il faudrait investir en Wallonie, selon toi? Et où? Clairement, moi je vais parler de ma ville, évidemment, de Liège. Tout simplement pour l'accessibilité, c'est le truc qui revient en premier lieu. Et c'est clair que n'importe qui à Liège, évidemment avec un strict minimum, peut investir à Liège, ce qui n'est pas du tout le cas en région bruxelloise. Alors là, on a un premier argument sur l'accessibilité. Ken, est-ce que pour toi, en Wallonie, effectivement, on peut se lancer plus vite, plus rapidement qu'à Bruxelles? Mais c'est vrai que tu as des maisons à 60, 70 000, 80 000. Ça, c'est même pas le prix d'un studio à Bruxelles. Maintenant, vous savez que moi, j'ai investi dans des petites unités et tu peux trouver sur Bruxelles des studios de 28 mètres carrés minimum. Je rappelle la taille minimum pour pas avoir de problème après, aux alentours des 125 135 000 euros. Donc ça reste quand même accessible, mais c'est vrai que en Wallonie, tu as des prix qui sont imbattables à l'achat. Si on devait exprimer ça finalement en salaire, parce que là on parle de 60, 70 000 euros, toi tu parles de 140 000 euros. Pour acheter un bien de 60 000 euros ou acheter un bien de 140 000, finalement quel est le salaire qu'il faudrait pour que la banque nous suive? Tu fais presque, alors tu fais à x2 presque sur la mensualité quand même, parce que forcément 60 000 ou 140, voilà. Mais effectivement, allez, tu peux encore trouver des logements ici qui vont te coûter, oui, peut-être pour donner une grosse fourchette, entre 400 et 600 euros par mois, donc ce qui est quand même vraiment pas mal. Mais c'est surtout, là où c'est important, il y a une grosse différence, c'est qu'il n'y a pas une si grosse différence, entre guillemets, de mensualité, par contre, en tout cas, dans le locatif, à la location, entre Bruxelles et justement certaines villes, justement, de Wallonie. Donc, pour un crédit hypothécaire qui est 2 fois moins cher, tu vas peut-être avoir presque le même revenu locatif, entre guillemets. Donc, forcément, le delta entre les deux. Je suis pas d'accord. Surtout, alors il y a un carton jaune qui est brandi, mais surtout qu'on est parti aussi sur la question des loyers. Mais moi, l'information que je voulais pour ceux qui nous regardent, c'est de se dire, ok, moi, par exemple, j'ai 2 000 euros, on va dire 2 500 euros de salaire. Donc c'est un salaire qui est quand même malgré tout un peu élevé, je pense encore aujourd'hui. On va dire 2 300 euros. Est-ce qu'avec 2 300 euros, je peux acheter un appartement de 140 000 à Bruxelles, Ken? Tu peux acheter les deux, en fait. Ok. Mais tu ne seras pas acheté plus à Bruxelles. Ok. Qu'en Wallonie, justement, tu pourras peut-être avoir plusieurs entités. Donc, et on le rappelle, je ne l'ai pas dit ici en début de séquence, mais on s'intéresse principalement aux gens qui veulent acheter pour faire de l'investissement locatif derrière. Donc le jeu des abattements, tout ça, vous me dites si je me trompe, ça n'a aucun sens d'en parler ici. Ken, on le rappelle, l'abattement, c'est... Donc, à Bruxelles, si tu n'es pas propriétaire, tu achètes un bien dans lequel tu vas te domicilier pendant 5 ans, qui vaut moins de 600 000 euros, tu ne payes pas de droits d'enregistrement sur les 200 premiers 1 000 euros. Ça veut dire que tu as une diminution des droits d'enregistrement de 25 000.
Ok, on va revenir sur les loyers dans un sens, que ça c'est une vraie question. Je voudrais qu'on aborde 2 secondes, qu'on surfe sur la fiscalité et finalement la question des droits d'enregistrement qui était une barrière à l'entrée de l'investissement immobilier. On a parlé des fameux 3% en Wallonie. Encore une fois, ici, ça n'a pas d'impact, Anthony. Non, pas du tout. Maintenant, du coup, si tu sais pour de l'investissement classique, si c'est pour de l'investissement locatif, tu vas être à 12,5%. Ok, donc 12,5% en Wallonie et à Bruxelles Pareil. Même chose. Donc là, il n'y a pas de différence sur les droits d'enregistrement. Bruxelles vs Wallonie, match nul. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand tu as un prix d'achat qui est beaucoup plus bas, forcément, 12,5% sur ton prix d'achat plus bas, ça fait une grosse différence. Ok. Donc l'accessibilité, est-ce que c'est un argument que je peux noter ici pour dire, j'ai plutôt aller en Wallonie si j'ai une rémunération, un salaire, un contrat qui n'est pas très élevé? Oui et non. Avant d'aller plus loin dans le match Wallonie-Bruxelles, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table de dire que si tu es de Bruxelles et que tu ne connais pas Liège ou Charleroi, t'achètes à Bruxelles et t'attendras d'avoir les sous pour acheter à Bruxelles là où tu connais. Même si tu connais Charleroi, t'achètes pas. Non, parce que tu vois, si tu connais bien, si tu as grandi dans des quartiers... Si tu connais, t'achètes pas. Première balle perdue pour les Wallons. Après, là, tu vois, je veux quand même défendre. Si tu es de Charleroi, tu connais bien Charleroi, tu connais d'une rue à l'autre, là où tu vas pouvoir mettre, tu connais un petit peu la culture. Tu sais, moi, j'achète à Anderlecht et Molenbeek. Il y a des endroits à Anderlecht, Molenbeek, j'achète pas. Il y a des endroits où je connais, c'est résidentiel, j'ai grandi là-bas. Je connais la manière de vivre, la manière de s'exprimer, et donc tu peux bien t'entendre avec un locataire qui, pour les gars de Hucle et XL, jamais ils l'auraient mis dans leur appart. Mais moi, j'ai grandi avec eux, donc ça passe, tu vois. Carton jaune d'Anthony. Pareil, en fait. Donc, à moitié d'accord avec toi, effectivement. Donc, la règle prioritaire, c'est investir où tu connais. À partir du moment où, à un moment donné, tu es sûr d'avoir le choix de pouvoir investir à Bruxelles, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne pourront jamais investir à Bruxelles par manque de moyens, par manque de ce que tu veux. Et ça, c'est le côté aussi de vouloir te bouger le cul ou pas. Si vraiment, à un moment donné, tu as envie d'investir, si vraiment tu as envie de faire travailler ton argent, si tu es prêt à faire des efforts, d'investir à Charleroi, de trouver les contacts, de faire les recherches, de faire tout ce que tu veux, tout ce que tu aurais fait à Bruxelles, en fait, ça vaut la peine d'investir dans des villes qui sont beaucoup moins chères. Oui, parce que si on est sur un projet, une stratégie d'investissement locatif classique, je trouve normalement un locataire qui, normalement, espérons-le, reste le plus longtemps possible. Est-ce qu'il faut vraiment maîtriser, avoir une connaissance précise de la région, de la ville dans laquelle on investit, Ismaël? Moi, ça dépend si on part sur de l'investissement locatif, mais tout en ayant en tête de faire une revente par la suite. Alors, c'est quand même bien de connaître la région parce qu'il faut connaître le prix de revient, enfin, de revente plutôt par la suite. Et comme a dit Ken, en général, on essaie toujours d'avoir le bien le plus proche de soi. Rien que pour une question de facilité aussi. Moi, je prends mon exemple où quasiment tout ce que j'ai en loyer, en bien locatif, se situe pratiquement à 98% à 5 minutes de chez moi. Mais toi, t'es malin puisque t'as envoyé ton frère à Bruxelles. Donc comme ça, l'empire se répand. Attila, c'est vrai que toi, plusieurs fois, dans le groupe WhatsApp, et on vous invite encore une fois à nous rejoindre, les experts y sont, et vraiment, Ken rigole souvent en disant, mais on devrait faire payer les gens parce que on partage tellement de connaissances, on répond, voilà, c'est ça. Donc, rejoignez-nous, le numéro s'affiche, vous nous envoyez un petit message. Bonjour, je veux rejoindre le salon, on vous mettra le lien directement. Ken, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je voulais revenir, oui, dans le groupe WhatsApp. Tu me parlais de moi, d'ailleurs. Attila répond régulièrement, vous inquiétez pas, Liège, moi je mettrai jamais un pied là-bas, parce que les gens rigolent en disant, mais non, ne parlez pas trop, Attila va débarquer, va prendre tous les biens. Pourquoi tu vas pas à Liège? Pourquoi tu vas pas en Wallonie? Écoute, comme j'ai dit en début d'émission, ici à Bruxelles, tu es dans la Champions League de l'immobilier. Ce qui dit Champions League dit des gros sous, des gros investissements. Donc ton argument, c'est en tant que ça dépend maintenant. professionnel, c'est l'argent, le gain. Est-ce que tu me poses la question en tant qu'investissement locatif ou dans l'achat-vente? Parce que je peux t'expliquer les deux cas de figure. Dis les deux. Alors, on va démarrer avec l'investissement locatif. Tu sais, les 3 règles d'or dans l'immobilier, tu les connais quand même. Ouais. La première, c'est laquelle? La localité, l'emplacement. La deuxième? L'emplacement. La troisième? L'emplacement. Mais t'as tout dit, t'as répondu à ta question. Donc, l'emplacement est primordial dans l'immobilier. Ouais. Okay, donc, en termes d'investissement locatif, je vais te dire pourquoi j'irai pas à Liège, je resterai à Bruxelles. Et pourquoi je conseille au public de le faire s'ils ont la capacité. Parce que n'oublie pas qu'un investissement est amorti sur 20 ans. Okay. Aujourd'hui, tu vas acheter à Liège, tu vas acheter un bien qui vaut, je sais pas moi, 80, 90. On parle de Liège, mais ça peut être Namur, ça peut être la Wallonie dans sa globalité. Ouais. C'est le sujet de l'émission. Tu vas faire un achat à 80 ou 100 000 euros. Ok, tu vas louer en conséquence, ça va amortir plus ou moins le crédit hypothécaire que tu payes. Mais au bout de 20 ans, tu auras capitalisé combien? 100 000 euros en fait, pas plus. Mais à Bruxelles, quand tu vas faire ton investissement locatif, mais je vais vous expliquer pourquoi. Sortez vos cartons, mais vous allez m'écouter, vous allez comprendre. À Bruxelles, quand tu investis, n'oublie pas une chose, ton bien qui vaut 250 000, dans 20 ans, je parle pour les deux cas de figure sans prise de valeur, hein, on parle pas, ça je vais venir après.
tu as amorti 250 000 euros. Donc, pour la même durée, tu amortis un montant, tu capitalises un montant qui est plus important. Okay. Ensuite, je vais sortir leur carton parce qu'ils vont me parler de prise de valeur. La prise de valeur moyenne en Belgique sur ces 20 dernières années, à Bruxelles, pardon, elle a été de x4. En Wallonie, elle a x2,8. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Alors là, donc si vous doutez, vous prenez du document et vous lisez les statistiques. Attends, restons là-dessus parce que là tu nous as sorti un chiffre, une statistique, un argument recevable ou pas recevable. Alors les gars au carton jaune. Ouais, recevable effectivement sur le côté la prise de plus-value, etc. Mais pendant tout ce temps-là, déjà tu as pris zéro cash flow, ou en tout cas beaucoup moins à Bruxelles parce que c'est plus difficile. Tu vas le louer, mais tu auras moins de cash flow. Donc ça, faut le prendre en compte aussi. Pendant toutes ces années-là, tu prends un cash flow qui est en général plus élevé en Wallonie. Et je te vois aussi avec le carton tracasse. Et deuxième chose, effectivement, oui, bien sûr que tu vas peut-être faire un x4, mais tu vas faire un x4 peut-être sur un bien. Alors qu'en Wallonie, tu vas pouvoir diversifier ton patrimoine, le faire un peu partout et avoir du coup des plus-values parce que par contre, des belles plus-values en Wallonie, il y a vraiment moyen d'en faire et surtout sur des petites unités. Enfin, donc Ismaël, je donnais la parole, mais je rebondis sur ce qu'Anthony dit. Donc toi, tu mets le point sur aussi, de nouveau, on rappelle, de bien définir sa stratégie d'investissement. Tu parles du cash flow. Pour toi, c'est plus difficile. Alors tu capitalises peut-être plus, ça prend peut-être plus de valeur, mais si tu recherches du cash flow, c'est pour toi plus difficile d'en faire à Bruxelles, et là où Ken n'est pas totalement d'accord avec ça. J'étais d'accord avec Anthony. Anthony, il y a encore pas si longtemps que ça. J'allais dire Davy, mais Anthony, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, pas d'insulte. Mais aujourd'hui, le loyer moyen est de 1 000 euros à Bruxelles. Donc on a eu un marché qui est vraiment très très soutenu à la location, et ça a fait augmenter les prix des loyers très très rapidement. Et donc on avait ce retard par rapport à la Wallonie où effectivement les loyers étaient vraiment... permettait de faire un cash flow positif. Aujourd'hui, à Bruxelles, sur les petites unités, quand je te dis tu as des unités à 130, 140 000 euros, tu fais les travaux avec tes frais, ça t'a coûté 180 000 tout compris, tu vas louer ça presque 1 000 euros. Donc aujourd'hui, à Bruxelles, avec remboursement de capital et intérêt, tu peux faire un cash flow qui est positif. Tu n'es même plus en break-even ou tu n'es même pas en négatif. Parce qu'il y a quelques années, les gens investissaient à Bruxelles et ils mettaient 100 balles, 200 balles de leur poche tous les mois pour être propriétaire. Aujourd'hui, tu peux faire, ça ne te coûte rien du tout. Ok, donc là, pour résumer, parce que les gens sont un peu perdus. Stratégie, je veux du cash flow. Si je vous écoute, des deux côtés, ça se passe bien. Alors moi, Ismaël, pour rebondir un peu sur ce qui va de se dire, et notamment Attila, qui défend Coréam la localisation, ce qui n'est pas fou du tout dans l'immobilier. Là où j'ai fait les meilleures valeurs, c'est, tout le monde le sait, dans le fin fond de Sera, qui était à l'époque une des pires villes de Sera, où j'ai fait des plus-values qui sont bien plus grosses que certaines autres villes de la région liégeoise. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que, et là je parle plutôt pour aussi le peuple, la localisation n'est pas du tout un problème en fait. C'est totalement faux parce que, et là Ken, tu dis que voilà, la moyenne elle est de 1 000 euros plus ou moins des loyers, etc. Je loue déjà des maisons à Sorel que j'ai acheté des 60 000 euros où j'ai mis que 30 ou 40 000 euros de travaux. Je la loue déjà 850 et certaines 900 euros. Donc, en termes de vraiment de cash flow, etc., c'est très difficile de faire mieux que la région wallonne. C'est une réalité. Alors, Attila, pour comment nous titiller un peu, dit voilà, Bruxelles c'est la Champions League, nous c'est l'Europa League. C'est pas faux du tout parce qu'à l'heure actuelle. Conférence League serait. Conférence League. Liège Europa League. Codin d'Europa League. J'ai envie de lui dire, j'ai envie de te dire, ok, l'histoire à Bruxelles elle est déjà écrite. Nous on est là pour l'écrire et c'est pour ça que je préfère investir à Liège parce que justement leurs pourcentages sont déjà élevés par rapport à ce qui a déjà été comme croissance, alors que nous on y arrive et que ça va ne faire que monter. Et le dernier point, c'est clairement que sur 20 ans, ce qu'on va capitaliser, en tout cas, le nombre de biens qu'on va pouvoir acheter par rapport à sur Bruxelles, c'est tellement incomparable, sincèrement, que je suis convaincu que quelqu'un qui fait comment on appelle ça? Attention, on parle vraiment de l'investissement pur locatif. Une carrière dans la location, dans l'investissement locatif en région wallonne, va aller beaucoup plus loin qu'en région de Bruxelles. Donc, pour compléter effectivement ce qu'Ismaël vient de dire, il y a quand même un truc qui est important aussi, c'est que le fait de pouvoir acheter, et là c'est le financier qui parle, le fait de pouvoir acheter plusieurs petites unités, d'avoir plein d'unités locatives, si je peux dire ça, forcément, quand tu refais des expertises aussi de tout ça, ton effet de levier sur plusieurs biens et la plus-value que tu as générée sur plusieurs biens, ça va te permettre de pouvoir aussi continuer à investir et faire encore d'autres investissements. Est-ce que Bruxelles est KO technique? Non, pas du tout. Je voulais rebondir sur quelque chose d'abord. Mais je demande si t'es KO après ce qui vient d'être dit. Il y a autre chose, il y a un autre élément que vous prenez pas en considération qui est important. Ton bien, admettons, par contre, il faut dire les choses quand elles sont vraies. C'est vrai que pour du cash flow immédiat, effectivement, il y a certaines, je ne vais pas dire toute la Wallonie, certaines zones qui sont un peu plus intéressantes que d'autres où tu peux avoir un cash flow positif. Ça, je vous le concède. À côté de ça, il y a quelque chose que vous ne prenez pas en compte et qui est très important. C'est que votre bien, comme je reviens sur un amortissement de 20 ans, on est d'accord? Pendant 20 ans, tu le loues, tu as un cash flow positif. Il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération. Au bout de 20 ans, ton bien aura de nouveau une obsolescence.
pour pouvoir le remettre sur le marché et le revendre, tu vas devoir de nouveau effectuer des travaux pour le mettre en bon état pour pouvoir le revendre au bout de 20 ans. Ta chaudière, elle va pas durer 40 ans. Elle dure 20 ans. Tes châssis, ils durent pas 40 ans. 20 ans, c'est mort. T'as l'usure locatif, les revêtements de sol, les peintures, tout ce qui s'ensuit. Et ça, à Bruxelles aussi. Tu vas, Pareil. oui, bien Ouais, sûr, mais ok. attends. Laisse-moi continuer jusqu'au bout de ma réflexion et tu vas comprendre. Donc, tu vas devoir, à ce moment-là, et n'oublie pas que tes prises de valeur sont plus faibles, tu vas devoir réinjecter des sous pour rénover ton bien et le mettre en vente. Et en fait, les coûts des travaux sont similaires chez vous ou chez nous. C'est exactement la même chose et ça prend le même délai, tu vois. Par contre, la valeur que tu auras pris à Bruxelles sur ton investissement que tu vas revendre dans 20 ans, même après l'avoir rénové, va être beaucoup plus importante que la valeur que tu auras pris en Wallonie. Donc, les frais que tu vas injecter pour le remettre et le revendre, ils vont être, ces frais-là, malheureusement, ils vont absorber tout le petit cash flow que tu as fait pendant 20 ans. Attila, je sais que tu es un homme moderne, contemporain, actuel, mais est-ce que c'est pas une vision un peu ancienne de la Wallonie quand on voit des villes comme Liège qui se modernisent aussi avec le tram, enfin. Oui, après 8 ans, Mais je vois le carton jaune. Est-ce que tu voulais aller là-dessus ou tu voulais dire je autre voulais aller chose? surtout sur un dernier point par rapport Ok. à ce que dit Attila qui est pas faux, c'est que forcément, logiquement, bien à Bruxelles prendra plus de valeur après 20 ans. Maintenant, il faut pas oublier qu'on est dans une nouvelle ère. 20 ans, c'est long. 20 ans, il y a beaucoup de projets qui peuvent sortir de terre et qui peuvent faire améliorer aussi, encore une fois, la région wallonne. Et que sur 20 ans, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gagner de l'argent aussi. À pas tant de 20 ans, avant de gagner quelque chose. Oui, Ils veulent... Et le cash flow, si on calcule le cash flow qui est supplémentaire, qui est supérieur en région wallonne sur X biens, par exemple, et sur 20 ans, mais là, c'est un calcul à faire, évidemment, est-ce qu'in fine, on n'est quand même pas plus rentable, quoi? Pour alimenter le débat et pour aller sur un autre argument, Meken, tu voulais réagir. Je te laisse réagir. Ouais, non, là où je suis d'accord avec eux, c'est de multiplier les achats. C'est d'ailleurs pour ça que moi, à Bruxelles, j'achète des petites unités parce que tu es liquide. Et si à un moment donné, tu as 10 biens et qu'il y en a 2 qui ne payent pas, tu as toujours 8 sur 10 de tes revenus, tu vois. Quand tu as un gros bien à Bruxelles, si on ne te paye pas, tu as 1 sur 1 qui n'est pas payé. Et donc, le mauvais paiement est plus dur à encaisser quand tu es moins multipropriétaire. Et les petites unités permettent l'effet levier plus rapidement. Donc ça, c'est quand même un point qui est en Wallonie, mais que moi, je fais à Bruxelles aussi, dans des petites unités, parce qu'en fait, je suis pas loin de vos prix, je suis un petit peu plus élevé, je suis un tout petit peu moins de cash flow, mais je suis dans le même état d'esprit que toi, où tu achètes des maisons et tu multiplies des achats pas chers. Ça, c'est possible aussi à Bruxelles, et c'est intéressant pour être flexible, parce que mon kiff à moi, c'est un jour d'acheter une Porsche 911, le jour où je veux, je vendrai un studio, qui sera le prix de mon achat de ma 911. Et je te revendrai ma 911. Parce que maintenant, j'ai une Ferrari. C'est un malade. Et le mec, attention au fiscal, à traquage sur vraiment ça, j'ai fait la rire. Chauffe-toi. Les amis, on a parlé un peu du cash flow, de la plus-value. Continuez aussi à commenter, à donner votre avis aussi, partagez vos expériences à vous. On fait ce débat pour vous, hein, donc c'est vraiment faites comme si vous étiez avec nous ici autour de la table et commentez, dites-nous quels sont vos arguments à vous, d'accord, pas d'accord. Pour alimenter le débat, on va parler un peu politique quand même rapidement, sans faire de président, s'il vous plaît. Moi j'adore ça. laisse Nawal tranquille. D'ailleurs, une fois que la fédération, une fois que tous les adhérents seront en place, les premiers que je vais convoquer, ça va être nos politiciens. Évidemment. Je vais les inviter à venir nous voir à la fédération. Et nous, on viendra filmer Parce qu'aujourd'hui, tout ça. c'est plus Attila qui fait 30 logements, c'est une fédération qui fait 1000 logements. Ils ont intérêt à nous écouter. Tu l'as dit en début d'émission, Attila, c'est jamais... C'est peut-être, il y en a, ils ont raté le début, ils reprennent pendant l'émission, tu vois, c'est un petit rappel. La répétition est l'âme de l'enseignement, tu as raison. Et par rapport, l'argument politique, là, c'est un argument que je donne pour vous. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Alors, je ne sais pas quand l'épisode va sortir. D'ici là, on en aura peut-être un. Il n'y a pas de gouvernement. Et quand on voit les messages qui sont envoyés, les primes Rénolution qu'on ne paye pas sûr qu'on pourra encore proposer des primes. Et quand on voit la Wallonie, même si la Wallonie a annoncé quand même encore des primes, mais on voit aussi qu'il y a quand même des restrictions budgétaires qui sont assez solides. Il n'y a pas de gouvernement à Bruxelles. Et en Wallonie, il y en a un. Ça n'empêche pas mes locataires de payer mon loyer. Donc ça change rien qu'ils soient là ou pas là. Oui, mais en termes d'investissement, la grille des loyers à Bruxelles, le moratoire hivernal, il y a quand même des mesures qui sont prises, qui sont pas en faveur des investisseurs. Demain, tu veux investir, tu dis mon loyer, en fait, je pourrais pas mettre le prix que je veux parce que derrière, j'aurai le PS qui va me mettre mal. On a les premiers retours de cette fameuse grille des loyers où tout le monde s'est dit voilà, ça va être un problème. En fait, il y a eu déjà des centaines de dossiers traités. C'est vrai. Plus de 80% des dossiers traités n'ont rien changé. Les gens ont dit, écoutez, retournez chez vous, c'est le bon loyer. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les seuls gens qui ont utilisé cette nouvelle réglementation, c'était des riches. Donc des gars qui étaient dans des appartements 3 chambres, 4 chambres, des maisons, et qui estimaient que le loyer était trop haut. La présidence, parce que tu as 4 représentants des propriétaires, 4 représentants des locataires, leur ont dit, c'est bon, rentrez chez vous, on va rien changer. Et puis il y a eu quelques loyers qui ont été revus, mais ça, c'était des vrais
bien en insalubrité. Et c'était déjà une loi qui était d'application avant. Quand tu loues un bien qui est insalubre, tu pouvais aller te plaindre et on pouvait te mettre autre part, tu pouvais partir sans préavis, ne plus payer ton loyer, des trucs comme ça. Donc, cette grille des loyers change rien pour les investisseurs à Bruxelles jusqu'à présent. Attila, en préparation d'émission, Ouais. tu rigolais, mais t'as dit, les gars, moi j'attends, j'ai besoin d'un gouvernement, parce que j'ai besoin qu'on me valide mes primes. Donc, c'est bien la preuve que toi, t'as les reins solides. Mais un petit investisseur qui avait misé sur recevoir un peu ses primes pour sa toiture, machin, il a investi à Bruxelles, il est peut-être mort, là. Ouais, ça, je sais. C'est un élément très handicapant. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont un peu plus gravissimes que juste les primes que tu peux recevoir dans l'immobilier. Tu sais, il y a beaucoup d'instances publiques qui bénéficient des primes. T'as le SAMU social, t'as diverses associations qui bénéficient de toutes ces aides-là. Malheureusement, il faudrait que nos politiciens prennent leurs responsabilités et qu'ils s'assient à table, parce que là, ici, on dirait que c'est une politique du je m'en foutisme. Ça fait 500 jours, il n'y a personne qui réagit. Dans le cadre de l'immobilier, effectivement, c'est handicapant parce que ça freine un peu la croissance économique. On en a parlé en début d'émission. On n'a pas de logement. En fait, il y a de la population qui ont des difficultés à se loger. Et aujourd'hui, ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités afin de pouvoir nous aider à pouvoir réaliser les projets et encourager la rénovation du parc immobilier. Dans le cadre de l'immobilier, c'est handicapant. Il vous tend une perche. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir un gouvernement en Wallonie, est-ce que c'est un argument qu'il faut regarder, l'absence de gouvernement ou le fait qu'il y en ait un, en tant qu'investisseur, est-ce que c'est un élément qui doit nous aider à décider, à prendre une décision ? Très honnêtement, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. En tout cas, d'un côté comme de l'autre. Allez, je veux dire que de toute façon, il faut bien dire aussi que l'immobilier, de manière générale, en tout cas les investisseurs immobiliers, ça vient un peu du privé. C'est des gens qui vont avancer, peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans le gouvernement ou autre. Donc en fait, on avancera quoi qu'il arrive, et avec ou sans gouvernement, avec ou sans aide, on trouvera toujours des solutions. Alors c'est malheureux de devoir penser comme ça, mais on peut le faire, quoi. Les exigences PEB, c'est les politiciens qui les fixent aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre les régions où on a une région qui est plus stricte et donc où les investissements vont être plus importants à faire à Bruxelles qu'en Wallonie? Est-ce qu'on a des infos par rapport à ça? Bruxelles, la cotation PEB est beaucoup plus exigeante qu'en Flandre ou en Wallonie. Donc eux, ils ont un PEB D alors que c'est une ferme sans isolation. Donc encore un argument pour la Wallonie, alors si j'entends bien. Si tu veux acheter une ferme à la campagne, ouais. Ok. En plus, allez, c'est toujours pareil, mais pour le moment, le PEB, même chose, quoi. En Wallonie, comme à Bruxelles, je sais pas comment ça se passe, mais en Wallonie, c'est, t'as PEBE. Ok, voilà, j'ai mis des nouvelles fenêtres. Ok, t'as un PEB A maintenant. Ok, très bien, voilà, c'est tout. Donc, je trouve que c'est pas encore fort. Il serait temps d'uniformiser un peu les labels PEB, parce que c'est quelque chose qui est incompréhensible pour le grand public. Pour tout le monde, simplement. pour tout le monde, même pour Je crois que quand on parle aux politiciens, ils sont d'accord là-dessus. Espérons que ça se rationalise. Pas trop vite quand même. Uniformise. Pas trop vite quand même. Parce que là, pour le moment, ça va, on est bien. Là, c'est bien. On est bien, nous. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Comme Ken l'a dit, il y a la grille des loyers à Bruxelles, nous, on ne l'a pas. Alors, elle ne change pas grand-chose. Il y a une grille des loyers aussi en Wallonie, mais qui est pas. Non, mais il y en a une. Parce que je connais notre communauté. Il y en a une aussi en Wallonie. Mais c'est pas la même, on est d'accord. C'est pas du tout la même. Okay. Non, pas du tout. En fait, en clair, actuellement, c'est un peu plus durci du côté de Bruxelles. Je suppose que ça va venir chez nous aussi. Mais tant que maintenant, c'est pas le cas. Donc, c'est positif pour nous. Un autre truc aussi, je sais pas si tu voulais en parler à un moment donné, mais il y a une grosse différence par contre, je trouve, entre Bruxelles et la Wallonie, c'est l'urbanisme. Mec, je l'ai noté. Ouais, urbanisme. Ça. Est-ce que c'était un point pour Bruxelles ou un point pour la Wallonie, Anthony? Pour la Wallonie, d'office, mec. Parce que chez nous, allez, alors je vais exagérer, ça va, donc qu'on m'allume pas, cette fois-ci, calmez-vous, ça va. Sortez pins. Je garde bien mes pins, ça va. Mais donc du coup, en Wallonie, tu peux encore, je vais schématiser, d'accord, calmez-vous, tu peux encore aller toquer à la porte de la commune et l'urbanisme, dire regardez, j'ai un projet, avoir quelqu'un en face avec qui parler, encore un minimum, tu vois, et faire quelque chose où tu peux. Voilà, il y a certaines communes où on a encore des contacts, on peut dire l'urbaniste, tu viens avec un plan, ah oui, ok, tu peux discuter, il y a des choses que tu peux faire. En 2 carapiles, c'est réglé, quoi. Même pas une carapile pour 2, parce que sinon c'est trop, pas entre les trucs. Mais donc du coup, tu peux encore le faire, je veux dire, assez facilement, et qu'à Bruxelles, c'est quoi? C'est 2 ans, je pense qu'il vous faut pour avoir votre urbaniste. En moyenne 2 ans. T'as le temps de. Un point pour la Wallonie, Attila. Attends. Moi, je suis pas si sûr que ça. Vas-y, pourquoi? Bon, je fais mon mea culpa, j'ai fauté. J'ai développé un projet à Nivelles. Mais bon, c'était le carré final de l'Europa League. Oh non, on était en finale. Pas après tout ce que t'as fait, 2200 mètres carrés, projet pour faire 16 logements, mon permis, 28 mois. Alors tu m'expliques? Pour moi, je trouve sincèrement, c'est homogène, peut-être dans des petites communes, des petites provinces, peut-être que tu as une proximité ou des petites villes un peu plus
voilà, plus rapide avec les instances ou le bourgmestre ou je sais pas les chefs ou qui que ce soit là-bas. Mais par contre, moi à Nivelles, j'ai énormément de difficultés. J'ai fait un permis, il a été refusé. J'ai fait un recours, il a été refusé. J'ai voulu introduire un autre permis constamment, on me le refusait. Donc j'ai été voir le bourgmestre, j'ai tapé sur la table, j'ai menacé, pas lui, d'abandonner le projet. J'ai dit ok, là j'ai 1 800 000 qui dort, j'abandonne le bâtiment, je fais plus rien. J'ai dit si vous avez des squatteurs, vous allez te squatter. J'ai dit à Bruxelles, ça aurait été squatté dans une semaine. Non, surtout pas monsieur, asseyez-vous à table, on va trouver une solution. Donc 28 mois pour sortir un permis. Donc on n'est pas mieux loti, je trouve, en Wallonie. Ismaël, t'as sorti un petit carton jaune. Ouais. Donc, mais Attila, encore une fois, comme il joue en Champions League, un dossier avec 28 unités, etc., c'est quelque chose de plus complexe. Donc en effet, même si c'est au niveau région wallonne, c'est clair que ça va prendre plus de temps que la moyenne qui est de 6 mois chez nous pour avoir un permis définitif. Maintenant, si on parle dans la globalité des personnes qui achètent, qui investissent, les petits investisseurs, etc., il y a quand même pas photo que nous, c'est maximum du maximum, on va dire 6 mois pour un dossier classique, un petit permis d'urbanisme, 2-3 appartements, et que par contre, peut-être donc pour les plus grands acteurs comme Attila, ça va pas changer grand-chose entre la région wallonne et Bruxelles, mais je pense que vraiment on a l'avantage en termes d'urbanisme parce que tout est relativement plus simple. Dis-moi si je me trompe et je te donne la parole après Ken, j'ai quand même vu l'une ou l'autre vidéo où tu as galéré avec un bâtiment et quelques permis d'urbanisme aussi. C'est vrai. Mais lui, mais c'est parce que lui va chercher des ruines aussi, c'est pour ça vraiment des trucs, tu vois. En fait, non mais c'est important de nuancer, de pas faire croire ici que finalement la Wallonie c'est l'Eldorado et jamais de la vie, parce que en effet, mais maintenant voilà, si je te fais le nombre sur 13 permis d'urbanisme, il y en a qu'un seul qui a été très complexe quoi. Voilà, c'est tout. 6 mois pour un permis, ça fait rêver non? Moi, en vrai, je m'en fous. Parce que j'achète que des appartements dans des copropriétés et donc je n'ai pas besoin de l'urbanisme. Okay. Parce que ça aussi, c'est dans mon délire d'investissement. Je veux des investissements les plus tranquilles possibles. Parce que lui, c'est un professionnel de l'immobilier. Il s'en va au combat, il veut des trucs. Moi, déjà, rien que de savoir ça, j'ai même pas envie de commencer le dossier, tu vois. Donc, moi, j'achète des appartes dans des immeubles. Il n'y a pas d'infraction urbanistique. C'est pas possible, tu vois. Donc, moi, je n'ai qu'à faire la cuisine, la salle de bain, repeindre et mettre un sol convenable et c'est loué, tu vois. Donc moi, mon dossier, entre l'acte et le fait de trouver un locataire, ça dure 1 mois et je suis tranquille. Donc c'est aussi un délire de grandeur, d'aller chercher des trucs, parce que moi, je fais de la rentabilité très facilement, sans me casser la tête, avec une rentabilité immédiate après la signature de l'acte. En fait, Attila, par exemple, quand il y a plus de choses à faire, en effet, c'est vrai que même moi, ce qu'il fait lui, laisse tomber, mais plus tu fais, plus tu te prends la tête, plus tu vas chercher des meilleures rentabilités. Voilà, exactement. En fait, moi, je me lève pas tous les matins, je vais me trouver un immeuble avec des problèmes urbanistiques. Non, mais c'est pas mon délire. Je cherche la merde. Par contre, effectivement, ici, voilà, à Bruxelles, tu sais, la Wallonie, c'est 100 fois plus grand que Bruxelles. Vous le saviez? 100 fois. Je pensais pas que c'était aussi grand. On a une certaine compétitivité, une compétitivité saine, mais on doit trouver des opportunités. Les opportunités sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc, les opportunités là où tu crées vraiment de la valeur, c'est justement quand tu déposes des permis, tu vois. Parce que là, tu crées une valeur ajoutée sur un produit existant qui a des difficultés. Et à ce moment-là, effectivement, c'est des processus qui sont plus complexes, mais c'est des projets que tu dois laisser sur le côté. Simultanément, tu développes des projets où tu n'as pas besoin de permis, tu fais tourner tes équipes, tu fais tourner ton entreprise, etc. Et à côté de ça, tu mènes des projets qui sont plus complexes, mais ça te permet d'avoir un prix d'achat inférieur et de dégager des marges qui sont beaucoup plus importantes. C'est vrai que tu parles de stratégies qui sont à plutôt moyen, long terme. Moi, c'est 3 ans. Là, pour 3 ans, j'ai des projets pour 3 ans. On se souvient encore, il y a quelques jours, tu t'as transpiré beaucoup aussi par rapport à un projet. Et pour l'anecdote aussi, il y a Ken qui dit que tu pars au combat. Tu m'as raconté une anecdote qui était assez sympa où finalement, tu as fait l'achat d'un bien sans même le visiter récemment. Oui, effectivement. J'étais à la plage, comment ça en vacances. Mais via mon réseau, j'ai été contacté par un avocat qui m'a envoyé un mail en me faisant une proposition pour un immeuble qui était composé d'un rez-de-chaussée commercial et 6 logements. Je vais pas vous dire le prix parce que je le revends bientôt. Et donc, j'étais à l'étranger, j'ai vu le mail, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tout de suite parce que les bonnes opportunités, il faut y aller très très vite en fait. Comme je n'étais pas à Bruxelles, j'avais pas l'opportunité de visiter le bien. J'ai travaillé pendant 30-40 minutes. J'ai convaincu que c'est moi l'acheteur idéal. Il m'a dit, vous visitez pas. Je dis, j'ai pas besoin, je me positionne. Quand je dis j'achète, je change pas d'avis. Donc, ce que j'ai fait, c'est une fois que j'ai raccroché, j'ai envoyé un mail. Dès que j'ai envoyé mon mail, j'ai appelé mon notaire. J'ai dit, tu appelles tout de suite cet avocat, tu le rassures et tu le demandes le projet de compromis. Il a envoyé. Alors, c'est l'affaire la plus rapide que j'ai faite. J'ai reçu le mail à 17h24, j'ai envoyé mon mail à 17h58. Le lendemain, à 17h56, l'avocat m'a renvoyé mon offre contresignée.
Voilà. Et après, ils s'étonnent qu'ils se retrouvent avec Et des, donc, on fait problèmes. 40% de marge sur un produit à 1 Ça, million. on va Donc, je le te dire en laisse 24 deviner les heures, chiffres. t'oublies. Hein. Allez. Ouais, on va pas aller doucement, tu vois. Non, mais Bruxelles, c'est un marché, il faut se positionner très très vite Ouais. parce que n'oublie pas, je suis pas le seul. Maintenant, bon, voilà, on est une trentaine, quarantaine d'investisseurs qui font des opérations assez régulièrement. Donc voilà, quand tu as la bonne opportunité, tu ne dois pas laisser filer le poisson. Vous avez des anecdotes, partagez-les nous ici en commentaire aussi, justement par rapport à l'urbanisme, par rapport à tout ce qu'on se dit ici dans cette émission. Voilà, c'est l'immobilier, il n'y a pas de vérité universelle. Là, vous avez 4 professionnels qui vous partagent leur réalité, mais c'est en cumulant toutes les histoires de chacun qu'on pourra avoir quelque chose qui ressemble tout doucement peut-être à une vérité pour tout le monde. Donc allez-y, commentez et rejoignez la communauté. Davy, il faut travailler là où on se sent bien, je pense aussi. C'est important. Donc c'est vrai, une région que tu connais, mais une région où tu te sens bien. Tu vois, t'aventurer un peu partout, c'est compliqué. Moi, c'est des choses que je ne fais pas. Après, pourquoi moi je défends toujours Bruxelles? On va prendre l'exemple avec Isma. Isma fait plusieurs opérations d'achat-vente de maisons à Seraing. Okay, donc, il achète une maison, je sais pas, 80 000, il met 60 000 de travaux, il vend 200 000. Il se fait une marge de 60 000 euros. T'es d'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Mais Isma, il est dans le début de sa carrière. Lorsqu'il aura mené beaucoup d'opérations, tu verras qu'à un moment donné, la question qui va se poser, regarde, retiens bien ce jour, c'est le facteur temps. Non, c'est le facteur temps. Parce qu'il va avoir des capacités financières qui sont plus élevées. Mais il va pouvoir faire que 4 maisons par an, 4 fois 60 000 de plus-value, ça va lui faire, peut-être il en fera 5, 240 000 euros. Mais à un moment donné, quand tu as les capacités financières suffisantes, tu vois, et que tu sais lever des fonds, tu vas aller automatiquement, instinctivement travailler sur des marchés où tes plus-values sont plus importantes. Tu mets plus d'argent, effectivement, mais tes plus-values sont plus importantes. Je vais te donner un exemple simple. Rapidement, parce que sinon... Ouais. Donc sinon, il c'est y a encore un mois, j'avais 9 millions d'euros d'investissement, j'ai acheté 2 immeubles la semaine passée. Ouais. Donc je suis à 10 millions. Okay. Ouais. Ces projets-là, si tout se passe bien, et ça va bien se passer, dans 24 à 36 mois au maximum, tout sera terminé et vendu. J'ai prévu 14 millions de chiffres à la sortie. Imagine si avec les mêmes montants, je dois aller travailler à Seraing. Combien de maisons je dois acheter pour 10 millions? Tu rachètes Seraing. T'achètes quasi toute la ville. Mais tu sais pas les rénover. Ça va te prendre 15 ans pour rénover toutes ces maisons-là, tu vois. Ouais. Donc le facteur temps, parce qu'il faut pas oublier dans l'achat-vente, tu dois faire des flips qui sont assez réguliers. Mais donc tout ça pour vous dire que la stratégie, votre stratégie aussi d'investissement... Mais ne viens pas trop vite à Bruxelles. Trop tard, son frère est déjà là. Son frère est déjà là. La stratégie d'investissement va aussi déterminer finalement là où vous allez investir et comment vous allez investir. T'es d'accord avec sa prédiction rapidement? Ouais, je suis d'accord avec. Bien sûr, c'est comme dans tout. Si je vais faire une brève phrase que je vois que t'es pressé. Non, parce que le temps avance, il y a encore quelques arguments encore qu'on peut... C'est quand même important de le dire parce que c'est bien, il a tout à fait raison. De toute façon, comme on dit, quand tu commences à investir, t'es au début de ton histoire, tu commences avec des petits biens, Exactement. tu te fais les dents, et puis après, forcément, d'une manière naturelle, si on est investisseur et qu'on est entrepreneur, on va aller sur des plus gros dossiers parce qu'il est certain qu'à un moment donné, tu veux la tranquillité, faire les plus grosses marches avec le moins de dossiers possible, c'est tout à fait normal. Il y a des gens, ça va être une question pour toi encore Ismaël, il y a des gens qui nous regardent aussi et qui sont encore intéressés par tout ce qui est Airbnb parce que tu peux, selon certaines légendes encore, et c'est encore vrai je pense aujourd'hui, faire de belles plus-values et surtout aller chercher un vrai cash flow, Est-ce que du Airbnb à Bruxelles vs du Airbnb en Wallonie, est-ce qu'il y a une ville qui est plus propice pour faire ce type d'investissement-là, Anthony? En vrai, alors je crois encore qu'en Wallonie, c'est toujours plus facile qu'à Bruxelles, parce que de nouveau, tu peux discuter, etc. Mais on voit quand même une tendance où les villes, les copros, etc., te mettent des bâtons dans les roues et te disent... En Wallonie aussi. En Wallonie aussi, sûrement un peu moins qu'à Bruxelles, parce que bon, c'est toujours plus fois 1000, entre guillemets, mais je pense qu'en Wallonie, il y a toujours des bâtons dans les roues. Et en plus, je trouve qu'il y a d'autres techniques ou d'autres choses, effectivement, qui me semblent plus intéressantes en Wallonie qu'à Bruxelles, quoi. Ismaël, toi, t'as fait du Airbnb. Ouais, et justement, j'ai arrêté. T'as arrêté? C'est vraiment quelque chose que ça n'a pas été. Quand je dis que ça n'a pas été, il y a eu quelques rentabilités. C'est pas une question d'argent, c'est plutôt une question de temps, une question d'énergie et une question de commune. C'est que plus, comme il l'a dit, plus le temps passe, on se rend compte que l'Airbnb va être de plus en plus refusé ou en tout cas géré pour qu'il y en ait moins et moi avoir encore la commune dans les pattes et tout le temps des permis de ceci de cela, j'essaie d'éviter, donc j'ai arrêté avec les Airbnb. Chaque année on fait un petit épisode sur Airbnb, on a déjà 2 qui sont en ligne, allez le voir, et je sais pas si on aura le temps cette saison d'en faire un, mais on devrait aborder encore une fois la question justement d'Airbnb, parce qu'on voit de plus en plus de gens aussi qui font des Airbnb un peu personnalisés, Star Wars, Disney. Est-ce que c'est ça l'avenir d'Airbnb? On en parlera dans un épisode prochainement, Ken. Bruxelles, Airbnb t'oublie. Ça, c'est terminé. Tu t'en crées plus rien. En Wallonie, là où c'est bien, c'est que tu as des fois des plaines avec une petite cabane. Et là, tu sais de toute façon rien en faire. Et là, tu peux faire des chouettes Airbnb à thème, avec un bain nordique, des trucs comme ça. Ça marche super bien. Alors qu'à Bruxelles, c'est plus compliqué. T'oublies, un bain nordique. T'as moins de cabane. T'as moins de cabane. Déjà, il faudrait qu'il y ait un terrain de dispo. Ouais.
Et même s'il est dispo, la commune, elle te refuse tout de suite. En Wallonie, comme c'est quand même un terrain beaucoup plus touristique que Bruxelles, Bruxelles c'est touristique, mais on vient visiter, on se balade, on se casse. Et ils vont à l'hôtel. En Wallonie, tu as des tourismes de week-end où on va juste se détendre. Et donc l'Airbnb, pour la commune, pour le bien-être des commerçants, a encore du sens, tu vois. Mais par contre, le tourisme, justement, ça peut être un argument qui peut nous pousser à investir peut-être à Bruxelles plus qu'en Wallonie, même si en Wallonie, il y a quand même des belles zones touristiques aussi. Mais est-ce que Bruxelles, justement, parce qu'il y a la communauté européenne, parce qu'il y a l'OTAN, parce qu'il y a beaucoup de choses, est-ce que c'est pas aussi intéressant, toi qui loues des appartements dans la zone, justement, tu peux taper des loyers un peu plus élevés, est-ce que ça, c'est pas un argument aussi pour dire qu'investir à Bruxelles, c'est mieux qu'en Wallonie? Parce qu'on a un public avec un pouvoir d'achat peut-être plus élevé. C'est la pression sur la location qu'il y a. C'est pour ça que c'est plus intéressant. Tu as une pression locative, tu n'auras jamais de vide locative à Bruxelles. C'est impossible, au fait. Tu vois? Et effectivement, c'est le poumon économique du pays. Bruxelles, faut pas oublier. Tu as les institutions européennes, tu as les business parks, tu as toutes les multinationales. Ils sont tous placés à Bruxelles. Donc, l'investissement avec une certitude d'avoir zéro vide locatif et une prise de valeur, pour moi, Bruxelles, c'est intéressant. Parce qu'on sait, si on reparle de stratégie, il y en a de plus en plus aussi qui essayent d'innover un peu dans le type de locataires qu'ils ont. Et j'ai vu là récemment sur les réseaux qu'un des trucs assez tendance maintenant, c'est de voir avec des entreprises qui font venir des Français, etc. et de signer des baux de courte durée, mais à un loyer très élevé. Et donc là, Bruxelles, je pense c'est plus intéressant au niveau business, non? Même si on voit qu'en Wallonie aussi, on voit récemment dans l'actualité les Amazon, les Google, ça a l'air de bouger aussi en Wallonie au niveau business. Mais même, il n'y a pas que ça. Même moi, j'ai un client, par exemple, qui fait c'est des Airbnb, oui, mais il fait des locations effectivement semi-longues, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, où lui, il a fait des partenariats, par exemple, avec les agences mobilières, non, les relocations? Non, c'est complètement aérien. Voilà, merci, avec les compagnies aériennes, c'est ça que je cherchais. Où là, justement, en fait, c'est à chaque fois des pilotes. Et le mec a fait un partenariat à chaque fois. Ils viennent dans son Airbnb, dans son truc. Et donc, du coup, en fait, le gars, c'est un faux Airbnb parce qu'il loue à des prix plus élevés aux compagnies aériennes et c'est les pilotes qui vont dedans. Donc, c'est possible aussi dans certaines régions. Alors, dans certaines régions en Wallonie, quoi. Donc, je leur dis encore une fois, les amis, vraiment, mettez tout ça en perspective par rapport à votre stratégie, votre profil d'investisseur. C'est toujours intéressant. En tout cas, si je devais dire un dernier point, encore une fois, là, moi, je parle toujours de la masse. C'est que de mon expérience, l'Airbnb est très énergivore quand même, l'air de rien. Et les rentabilités en tant que pour un particulier ne sont pas si dingues que ça quand on enlève toutes les charges prévues. Quand il y a aussi, parce que moi j'ai déjà eu des locataires qui sont restés alors qu'ils devaient quitter le logement, les autres n'ont pas su rentrer. Qu'est-ce qui se passe? On a des avis négatifs sur l'Airbnb, le Airbnb est moins loué. Et alors c'est un cercle comme ça très vicieux et où très vite après tu te retrouves avec zéro. On fera un épisode là-dessus, on refera peut-être une team Bruxelles vs Wallonie avec Fabio qu'on a reçu ici, qui à l'époque était très Airbnb, c'est génial, avec de très belles anecdotes croustillantes qu'on nous a partagées sur le plateau. Bon, tout doucement termine, dans un instant on va répondre à vos questions, celles que vous nous avez envoyées sur WhatsApp, mais aussi en commentaire des vidéos sur YouTube, Instagram. Les amis, vous êtes de plus en plus nombreux et on vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est ça qui fait qu'on peut vous offrir ce contenu gratuitement grâce à nos partenaires qui nous suivent, parce qu'on a une grosse communauté et de plus en plus grande, donc abonnez-vous. Bon, dernier tour de table, vos derniers arguments pour la communauté, les amis. Attila. Alors moi je dirais qu'il faut investir à Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit en début d'émission, triple A, sécurité. Et on a la garantie d'avoir un bien qui prendra de la valeur continuellement. Il suffit de prendre comme exemple les grandes capitales. Paris, Londres, Milan, enfin les grandes capitales européennes. Il y a une prise de valeur et nous on est en retard par rapport à ces prises de valeur. On est entre 10 et 15 000 euros dans ces capitales-là. Et à Bruxelles, on est toujours entre 3 500 et 4 000. Je devrais pas relancer le débat, mais c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé. Tu parles de sécurité. Quand on voit Bruxelles, là, niveau sécurité, niveau propreté... Moi, je te dis sécurité financière. Oui, je sais, j'ai compris. Sécurité, non, mais j'ai compris. De politique, on a dit. Tu caches ta montre, avenue Louise, là. Tu te bloques dans la voiture, là. Je rebondis sur le mot sécurité. J'ai bien compris que c'était pas ça que t'évoquais, mais en vrai, c'est peut-être un débat aussi. Non. Quand on voit, non, c'est pas. C'est toute la Belgique. On tient pas compte de ça. C'est pareil partout. Voilà. La Louvière, la même chose que Bruxelles. Ken, ton dernier argument. T'as pas de problème avec les assurances à Bruxelles parce qu'il n'y a pas d'inondation chez nous. Donc là, si tu veux être sûr que ton bien reste au sec, tu rachètes à Bruxelles. Alors attention quand même, parce qu'on voit qu'il y a des pluies quand même assez torrentielles. Bruxelles est bétonnée de chez bétonné, de chez bétonné. Je peux dire qu'il y a des caves. Mais tu loges pas dans ta cave. Mais on est d'accord qu'on n'a pas la Meuse ou un dernier mot, un dernier argument. Investissez en Wallonie parce qu'en Wallonie vous pouvez le faire. Qu'à Bruxelles, c'est compliqué. C'est beau. Et
Il est prêt à lancer la fédération à Liège avec les démissions pareilles. On m'a déjà demandé, parce que c'est vrai que j'ai eu des acteurs de Wallonie qui sont venus. Bien sûr. De Liège, de Mons, de Namur, ils sont tous venus. Ils m'ont dit, mais est-ce que le projet est plus axé sur Bruxelles? J'ai été honnête, je dis oui, mais on aura une politique de développement dans la région wallonne plus tard. Mais on va discuter. Une masterclass est prévue, donc un épisode en face à face avec Attila et. Mais est-ce qu'Anthony a les compétences suffisantes pour diriger la fédération en Wallonie? Non, je pense pas. Moi, je pense que je vais pas. Vendre des assurances incendie et faire de l'immobilier, c'est pas la même chose. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est pas moi qui dirigerai. Moi, j'en ferai partie et je ferai mes opérations un peu avec Ismaël. Il y a un truc, il y a un examen d'entrée. Très bien, très chaud. Dernier argument pour toi, Ismaël. Moi, ça va être 2 stats qui vont peut-être être super précis justement et pouvoir un peu clore le débat. La première des choses, c'est que tous les immeubles de rapport, j'ai fait un petit calcul bref, au bureau, sur 15 biens qu'on vend en immeubles de rapport, il y en a 9 voire 10 qui sont achetés par des Bruxellois à Liège. Ok. Deuxième stat, dans ma formation, j'ai une formation avec plus d'une 50aine d'élèves. Plus de 60% sont des Bruxellois et le critère principal pour lequel ils sont entrés dans l'académie, c'est parce qu'ils voulaient apprendre, connaître et acheter à Liège. Ok, ben voilà, c'est 2 chiffres intéressants. Et je profite aussi, tu parles de formation, et je me permets de le dire parce qu'il se passe plein de trucs. On a même eu un compte Facebook avec notre logo qui a été créé avec en message privé cette page qui envoie des messages aux gens en disant abonnez-vous et on va vous donner des bons plans pour investir dans la crypto, dans tout ça. Tous les invités qui passent ici, même les chroniqueurs, même si on essaye de faire en sorte de les connaître comme on peut, on essaie évidemment d'amener des gens les plus crédibles possibles, mais sachez que voilà, informez-vous toujours sur ce qui se dit. Envoyez-nous un petit message. Demandez-nous, tiens, Davy, est-ce que vraiment Attila est sur votre plateau? Est-ce que vraiment sa formation de qualité donc voilà. Donc c'est important de le rappeler parce qu'il se passe plein de choses. Il y a plein de choses qui se disent. Moi, je veux signaler un truc, justement, je trouve que c'est important. Donc, je demande à tout le monde qui me regarde de se concentrer là-dessus. Moi, je fais pas de formation, tu le sais. Je crée une fédération, mais c'est pas un centre de formation. C'est un centre de formation pour les professionnels. Tout simplement. J'ai eu écho, j'ai eu des messages, je pense que vous êtes au courant, qu'il y a certains vendeurs de formation qui se vantent de collaborer avec moi et d'avoir fait des opérations avec moi pour vendre leur formation. Alors je vous le dis, c'est archi faux. Je n'ai jamais fait d'opération d'immobilière, je n'ai jamais participé à l'élaboration d'une formation avec des personnes qui vendent des formations, donc je tenais à le signaler. Parfait. Il y a la patronne qui m'envoie un message qui me dit on n'a rien compris à ton histoire de page Facebook. En gros, voilà, donc il y a une page Facebook qui s'appelle, je sais plus, qui porte un nom lié à l'investissement, mais la photo de profil, c'est notre logo. La cover, c'est notre studio. Et donc, en fait, ils ont envoyé une invitation à liker la page à ceux qui suivent la vraie page du rendez-vous des proprios. Et puis après, ils envoient un message privé en disant « Tiens, tu t'intéresses à l'immobilier, tu veux investir, envoie-nous ton numéro de téléphone, je t'envoie un message. » Ce n'est pas nous. C'est pas parce que vous voyez notre logo que c'est nous. Voilà. J'espère que là, j'ai bien expliqué. Je regarde la patronne qui s'agite. J'ai toujours pas d'oreillette, évidemment. J'ai bien expliqué. On ne collabore avec personne. Elle me dit, voilà, on le rappelle, on ne collabore qu'avec personne. Les seules collaborations qu'on fait, les logos s'affichent en début d'émission, en fin d'émission. C'est les partenaires que je cite. C'est nos seules collaborations pour le moment. Patronne, le pouce est levé, parfait, j'ai fait mon taf. Bon, la chronique Thomas et Pierron, elle arrive maintenant. Et puis juste après, on répond à tous vos messages sur WhatsApp. On associe souvent la rénovation au béton et à la brique et pas au bois, alors que ça a vraiment aussi des bonnes qualités pour venir surélever notamment les appartements et recréer des étages. Mais au-delà de ça, pour revenir sur le bois et la thématique que tu proposes, le fait que c'est pas revenir en arrière, en fait, on a longtemps associé le bois à une image qui est traditionnelle, alors que c'est vraiment un des matériaux actuellement qui est le plus performant et le plus innovant, notamment pour faire des maisons qui sont contemporaines. Et loin de l'image traditionnelle, en fait, une maison en bois, c'est une maison qui a vraiment beaucoup de performances. Il y a des performances qui sont élevées, puis c'est naturel, c'est local. Ça te permet de construire plus vite. Ça permet aussi de construire plus proprement et ça, c'est important. C'est vrai qu'on a cette image aussi des maisons en bois qui est peut-être basique, mais qui brûlerait plus facilement. Ah, bah il n'y a pas d'assureur autour de la table, mais il faut savoir qu'une maison en bois est assurée exactement de la même façon qu'une maison traditionnelle. Donc c'est bien la preuve que ça résiste très bien au feu. Et si jamais un assureur vous demande plus cher pour ça, changez d'assureur parce que vraiment c'est assuré de la même façon. Et quand on construit sa maison aussi, on pose beaucoup la question aussi de l'isolation. Est-ce que le bois était vraiment un matériau qui peut vraiment aider? Le bois, c'est un matériel d'abord qui permet de bien isoler acoustiquement, il faut le savoir, il faut bien faire les choses, mais ça isole, comme tu le dis, très très bien au niveau thermique, et ça peut te faire de belles économies sur tes factures, et c'est important. J'ai un souvenir aussi, les 3 petits cochons.
Hein, non, mais je suis désolé, J'ai mais je pose sorti des les questions portiques. basiques. J'essaie de casser un peu les idées reçues. Mais on a cette image du souffle et de cette maison qui s'envole. C'est le bois. On est sûr qu'on est sur quelque chose de très solide. Ouais, si tu penses que le bois c'est fragile, ben tu te trompes. C'est vraiment très résistant, et en plus beaucoup de constructeurs utilisent une structure hybride, on appelle ça. Donc c'est du bois plus de la maçonnerie, ce qui la rend encore plus solide, mais surtout qui lui amène encore plus de confort thermique. En faisant quelques recherches, et je pense qu'on va afficher, je vais demander au réal d'afficher la photo, c'est beau aussi les maisons en bois, parce que c'est vrai qu'on a l'image du chalet, tout de suite on se dit c'est un truc, voilà, la petite maison dans la prairie, mais on sait faire des belles maisons aussi avec une structure en bois. Non, ben le bois, ça te permet, enfin du moins la construction en bois, ça te permet de faire des maisons qui sont modernes, design, contemporaines et très lumineuses aussi. Question bête, après je vous laisserai intervenir les amis. On voit beaucoup de gens qui s'élèvent contre ces forêts qu'on abat, ces arbres, machin de ça. Est-ce que c'est une solution écologique aussi? Bien sûr, parce que le bois c'est un matériau durable, donc il se régénère. Et au-delà de ça, en prenant une maison en bois, c'est un choix qui est responsable, parce que tu diminues ton empreinte carbone, tu captes le CO2, tu te retrouves avec une maison qui est saine, une maison qui est économe, et surtout ce qu'il faut savoir, et pour rappeler ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'une maison en bois, ça permet de répondre aux normes les plus strictes. Donc en fait, bref, construire en bois aujourd'hui, construire en bois, c'est construire mieux et construire plus rapide. Et ça, c'est vraiment notre approche chez Tom Wood. Donc Tom Wood, c'est la gamme bois de chez Thomas Piron. Et plus vite aussi, visiblement, vous pouvez construire plus vite si on fait le choix d'une maison en bois. Oui, tout à fait, parce que tu n'es pas dépendant des intempéries, tu le construis en usine, tu le montes sur chantier, okay. Et là, ton gros œuvre, toiture compris, ça te prend 2 jours. Et on remercie encore une fois nos partenaires, les amis, vraiment c'est important. Sans eux, on ne pourrait pas être là et proposer tout ce contenu. Donc, allez leur envoyer de la force, vraiment. Ça fait un peu commercial, mais on n'a pas le choix. Donc merci d'être là, de suivre tout ça. Bon, les amis, c'est le moment de finir cette émission avec 3 questions, 3 témoignages, 3 réactions que j'ai repris sur notre WhatsApp. Le numéro s'affiche encore une fois en dessous. Et c'est Andrei ou Andrei, je pense plutôt Andrei, qui dit « Petite question. On signe chez le notaire le 5 novembre. Aujourd'hui, on a fait une revisite de la maison et on s'est rendu compte qu'un châssis était cassé. Ça ne se fermait plus du tout. Est-ce un problème que le propriétaire doit régler ou nous, Ken ? Déjà, le 5 novembre, c'est pas de l'IMO Connect. Ouais. Donc, il déplace son acte. Ouais, il doit déplacer son. C'est vrai qu'on est partenaire d'un événement, c'est le 5 novembre. Voilà, je sais pas quand l'épisode sera diffusé, mais en tout cas, suivez ça sur nos réseaux. C'est bien de le rappeler. Mais donc, pour répondre à sa question, en vrai, quand il visite, il faut qu'il teste les fenêtres, les armoires, ouvrir le robinet pour voir si ça fonctionne ou pas. Et si après, il estime que c'est abîmé après sa visite, ben ça va être à charge du propriétaire de prouver que c'était cassé avant ou pas. Et là, si on ne se met pas d'accord, on arrive dans des problèmes, parce que si on ne se met pas d'accord, ben avant de signer l'acte, on peut encore durer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Attila, je nuance. Jaune. Alors, il faut savoir une chose, c'est que tu achètes le bien dans l'état dans lequel tu l'as visité. Okay? Si, avant l'acte, tu te rends compte qu'il y a un châssis qui ne fonctionne pas, c'est à toi, en tant que candidat acquéreur, d'apporter la charge de la preuve qui fonctionnait pendant la visite. C'est pas au propriétaire, en fait. Par contre, il y a une chose qui est importante à savoir. La personne, donc, elle reçoit en général pas les clés avant l'acte. Donc, c'est le propriétaire qui reste gardien de la chose. Donc, il en a la responsabilité. Mais, arrivé à l'acte, moi, je te garantis qu'à 90% du temps, ça va être le candidat acquéreur qui doit apporter la preuve que ça a été abîmé entre-temps. Sinon, même devant un juge, on va dire, monsieur, vous l'avez visité, il était dans cet état-là, vous l'achetez dans cet état-là. Ouais, donc là, c'est sa parole contre celle du propriétaire, enfin du vendeur, qu'en fait. Je pense, on peut demander à moi, je pense qu'il y a peut-être un petit truc qui pourrait l'aider, c'est si sur l'annonce, il est mis que les châssis étaient en bon état, en très bon état. S'il n'y avait rien qui était mis par rapport à ça, ça peut l'aider dans sa défense si lui est persuadé que pendant la visite, le châssis était en bon état, quoi. Et ouais, bah donc voilà, donc n'hésite pas à nous dire un peu finalement comment ça s'est passé, si tu as eu un retour du propriétaire et comment tu as réglé le problème. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux qui nous regardent par rapport à ça ? Parce que c'est vrai qu'on fait pas d'état des lieux. Tu vois, comme on fait quand tu rentres dans une habitation en tant que locataire, tu fais un état des lieux. Ici, au moment où tu signes, enfin où tu fais une offre et tu passes chez le notaire, il y a parfois 6 mois qui passent. En 6 mois, moi je peux te dire, il y a des familles qui peuvent détruire une maison. Ah ouais, clair. Ouais, c'est clair. Maintenant, tu pourrais, en fait, tu pourrais, si tu fais une vidéo, par exemple, tu vois, c'est con, tu vas près les châssis, tu les ouvres, tu les fermes, tu montres que tout va bien, etc. Puis tu vois qu'après, il est pété, tu dis, bah écoutez, regardez, j'ai la preuve que. Maintenant, est-ce que les gens y pensent ? Jamais. Jamais. Et donc, c'est un conseil qu'on peut donner de quand même prendre des photos, de faire quelques petites vidéos, de stocker ça dans un dossier jusqu'au moment de l'acte.
Bah voilà, écoute, on espère que ton problème va se régler et tiens-nous au courant. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Rapidement, vas-y. Attila. Rapidement. Donc, c'est lorsque j'avais acheté ma maison. Attends, écoute, c'est marrant. J'avais traîné à passer l'acte parce que finalement, j'ai eu un meilleur taux dans une autre banque alors que j'avais déjà signé un contrat avec une banque. J'ai dit, moi, je veux plus votre taux, je prends l'autre banque. OK, donc la date de l'acte change. On passe l'acte avec un mois de retard. Les vendeurs, comme c'était un gros montant, me demandent des intérêts. Et moi, je voulais pas payer ces intérêts. C'était genre 3 000, 2 500, 3 000 euros. J'ai dit, OK, je me suis préparé avant de venir à l'acte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toutes les photos. J'ai dit, voilà, regardez. Quand j'ai visité le bien, regardez l'herbe. L'herbe était coupée. Regardez aujourd'hui, vous avez plus tondu le gazon depuis 3 mois. En plus, j'ai pris des photos à l'intérieur. J'ai regardé, vous avez oublié des objets. Je dis, j'ai fait un devis, ça me coûte 3 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Vous me devez 400 euros parce que vous me réclamez 2 100 euros d'intérêt. Et puis finalement, on s'est mis d'accord pour signer sans complication. Les photos, les vidéos qui t'ont sauvé. C'est important. Donc exactement. C'est le conseil qu'on peut donner. La morale de l'histoire, il faut pas vendre à Attila. De toute façon, Attila, il faut acheter. C'est surtout ça, voilà. Nicolas, qui nous envoie un petit message, qui dit bonjour. Ah, c'est pour toi, ça. Bonjour pour Anthony, notre conseiller financier. Bonjour, en tant que jeune, ayant moins de 2 ans d'activité en indépendant, est-ce possible d'emprunter ou c'est un refus direct? Un courtier m'a dit que c'était la situation la plus compliquée. Entre parenthèses, ce courtier s'appelle Anthony. Merde. Non, c'est ça chaud, je rigole. Est-ce que c'est vrai que c'est vraiment difficile, impossible quand on n'a même pas 2 ans d'activité? Alors, impossible, non. Compliqué, oui. C'est toujours plus compliqué que quand tu as 2 CDI, forcément, ça c'est sûr et certain. Maintenant, déjà, il faut savoir un truc, il faut remettre l'église au milieu du village. Chez un courtier, quand tu n'as pas 2 ans d'activité, c'est toujours plus compliqué que dans une banque, il faut être honnête. Les banquiers ont aussi leur raison d'exister. Dans une banque, tu auras un peu plus facile, tout simplement parce que si même tu as, par exemple, 1 an d'activité, il faut pas oublier que la banque, elle voit l'argent qui tombe sur le compte. Tu vois, donc elle sait voir qu'en fait, ton activité, elle tourne. Ça, c'est déjà une première chose. Et 2, avec, par exemple, si tu as, moins de 6 mois d'activité ou moins d'1 an, c'est vraiment compliqué. Mais quand tu as 1 an que tu peux prouver et que derrière, tu as un plan financier en disant, regardez, j'ai déjà signé des contrats, ou regardez, j'ai déjà ça, non, ça peut se faire, clairement. Oui, ça dépend aussi de ton secteur d'activité. Ouais. Tu vois, si tu ouvres un kebab, t'oublies. Si tu es IT et que tu étais employé et que tu es passé indépendant IT dans le même secteur, et la banque avait vu tes salaires d'IT et que tu augmentes ton salaire en passant IT indépendant, ils vont te suivre, tu vois. Mais ça, c'est parce que c'est une continuité de l'activité. Tu passes juste indépendant parce que tu vas gagner plus, en fait. Donc, t'es pas faux indépendant, mais un petit peu quand même, où on te donne de l'argent. Si c'est vrai. T'es payé par la boîte, en fait. Ouais. De mémoire, je pense qu'on a fait un épisode genre acheter en société, etc. Allez voir, je crois qu'on a évoqué cette question. On a les épisodes aussi avec notre banquier. CBC, allez voir aussi, je crois qu'on a évoqué la question. Donc voilà, tiens-nous au courant aussi, dis-nous si tu as pu acheter, chez quel courtier, à quel taux, est-ce que tu as dû mettre en garantie. Mais la logique est toujours la même, hein, c'est celle de il faut apporter des sécurités. Et on l'avait dit, je pense aussi, si tu as déjà signé des contrats aussi dans l'année qui suit, n'hésite pas à les mettre dans le dossier pour montrer que tu as un chiffre d'affaires qui est garanti. Et ça pourrait potentiellement passer. Question rapide. La meilleure amie de la patronne, tiens, qui nous envoie une petite question. Tiana qui nous dit un copropriétaire qui donne la nue propriété à son petit-fils, mais il y a des dettes. Qui doit régler ces dettes? Ça concerne les provisions de charges dans une copropriété, pas les crédits. On rappelle 2 secondes, c'est quoi une nue propriété, Ken? La nue propriété, c'est celui qui est propriétaire des murs, on va dire. Okay. Et puis tu as l'usufruit, c'est celui qui jouit de l'outil, de la maison. Ok, donc là, un copropriétaire qui donne la nue propriété à son petit-fils, donc là, c'est une donation. Et donc là, le petit-fils vit dans l'appartement, c'est ça? La meilleure amie de la patronne va regarder les émissions du rendez-vous des propriétaires, parce qu'on en a fait une il y a une semaine là-dessus. Mais pour répondre à sa question, en vrai, dans une donation, tu mets tout ce que tu veux. Chez le notaire, tu peux dire, tiens, je te donne, mais c'est toi qui dois tout payer. Je te donne, mais c'est moi qui paye tout. Je te donne, on fait moitié-moitié. Tu fais ce que tu veux. Et si jamais c'est pas réglé, dans la loi, le nu propriétaire, lui, ne doit payer que les gros travaux d'entretien du bien ou des gros travaux de rénovation. Tout le reste est à charge de l'usufruitier. Ok, donc dans son cas, à elle, les dettes, c'est pour le petit-fils alors? Pour l'usufruitier. Ça dépend, il faut d'abord regarder. Oui, nu propriétaire, ok, d'accord. D'abord, regardez ce qui a été mis dans l'acte de donation. Dans l'acte 1 et 2, et s'il n'y a rien qui est noté, logiquement, la loi s'applique. Ce sera pas pour lui, quoi. Ok, bah voilà les amis, merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette belle émission, j'ai adoré. J'espère que chez vous aussi, vous avez ressenti cette énergie ici sur le plateau. Le débat, il continue, allez imiter tous vos arguments. Je sais que certains chroniqueurs ici aiment se balader aussi sur YouTube pour vous répondre sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner partout. On est en podcast aussi sur toutes les plateformes de streaming podcast. Quand vous faites votre petit sport, ce que je ne fais plus, vous êtes fit en fait. Hein. Je suis le seul qui a arrêté le sport depuis on va... Ouais. Non mais toi t'es beau gosse, arrête tes bêtises. Voilà, on va s'y remettre. Et on remercie évidemment nos partenaires, sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça. Immovlant,
Plan, la plateforme de référence si vous cherchez un bien ou si vous voulez vendre un bien. On a aussi Thomas Épiron, PNV, Eloya, Brico Planète. J'ai dit tout le monde, j'ai cité tout le monde. Les amis, merci à vous de nous avoir suivis, d'être de plus en plus nombreux. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.